Libéré ce week-end, 3 ans de guerre, 150 000 morts et toujours aucune issue en vue à part la farce macabre d'un futur scrutin présidentiel en juin prochain. Quel futur pour la Syrie? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. C'est l'image du week-end, des sourires et des retrouvailles sur le tarmac de Villacoublay. C'est un grand bonheur, un immense soulagement évidemment d'être libre. Voilà, ça a été long, mais on n'a jamais douté. La fin du cauchemar syrien pour ces 4 journalistes français. Ils ont été retenus en otage pendant 10 mois par l'État islamique en Irak et au Levant. Leur libération met en exergue les tragédies qui se jouent chaque jour en Syrie. À commencer par le fanatisme des mouvances islamistes qui sévissent dans le pays. Des groupes rivaux, violents, qui font de la prise d'otages un business et n'hésitent pas à recruter en Europe. Parmi les ravisseurs des journalistes libérés le week-end dernier, certains parlaient français. La Syrie est donc devenue une terre de djihad et la présence de ces fous de Dieu a terni l'image de la rébellion syrienne qui tente depuis 3 ans de faire tomber le régime de Damas. La communauté internationale s'émeut certes des massacres à l'arme chimique, condamne la torture et les exécutions, mais 150 000 morts plus tard, Bachar al-Assad est toujours en place. Le dictateur est même entré en campagne. Le 3 juin prochain, les Syriens seront appelés à choisir leur président. Bachar al-Assad sera sans doute le seul et unique candidat. Je suis là pour dire tout mon soutien à mon pays et à notre leader, Bachar al-Assad. Déchiré entre un dictateur cynique et des fous de Dieu sans pitié, le pays s'enfonce dans le chaos. Alors, quelle issue pour la Syrie? Que peuvent faire les Occidentaux? Bonsoir à tous les 3. Ziad Majed, bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université américaine de Paris. Vous avez publié Syrie, la révolution orpheline aux éditions Actes Sud et vous êtes spécialiste, visiblement, de la Syrie et plus largement du Moyen-Orient. À côté de vous, Caroline Donati, bonsoir. Vous êtes journaliste indépendante, spécialiste du Moyen-Orient et vous êtes auteur d'un web documentaire qu'on peut voir toute l'année 2014 sur le site d'Arte, le site web d'Arte, Syrie, journaux intimes de la révolution. Vous l'avez vu tous les deux et il est formidable. Et à côté de vous, Caroline Donati, David Thompson, auteur des Français djihadistes, enquête assez saisissante. Vous avez reçu il y a quelques semaines à propos de cette enquête et de cet ouvrage publié aux éditions des Arènes. Avant de démarrer, une question d'un de nos internautes. Oui, la voici. La prise d'otages est-elle devenue un véritable business en Syrie? Ziad Majed, est-ce que c'est uniquement comme ça que l'État islamique en Irak et au Levant finance les combats en organisant des prises d'otages? Non, pas seulement comme ça. Il y a des ressources également en Irak, le pays voisin. Et puis il y a des réseaux salafistes djihadistes qui envoient de l'argent. Il y a des puits de pétrole qui sont contrôlés par cette milice-là. Et ils vendent du pétrole à des hommes d'affaires irakiens, turcs et même au régime syrien qui en a besoin pour alimenter ses chars. Donc l'économie plus forte que l'idéologie. Donc il y a un aspect économique très important et ils imposent également des impôts sur une partie de la population locale qu'ils occupent. D'ailleurs, ils occupent leur village et leur ville. Et il y a les rançons, les otages. C'est un business, c'est de l'idéologie, c'est un travail de service de renseignement qui les manipule. Et c'est le sort triste aussi de certaines régions syriennes aujourd'hui. Vous pensez qu'une rançon a été versée pour les otages français, ceux qui ont été libérés? Aucune information, honnêtement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de pression sur eux également par certains de leurs sponsors. Et il y a eu, c'est sûr, des échanges. Libération de prisonniers, peut-être? Je ne sais pas ce qui va suivre après, mais j'ai aucune information. On a lu dans la presse ça et là que les otages étaient devenus des patates chaudes. Expression qui est quand même assez claire. Des boulets, ça vous semble plausible, David Thompson? Difficilement, en tout cas, moi les sources que j'ai contactées sur place au sein des rangs de l'État islamique en Irak et au Levant m'ont confirmé que effectivement des Français avaient bien détenu d'autres Français, ce qui est une situation relativement inédite. Des Français donc auraient été geôliers de ces 4 otages. Effectivement, pas seulement. C'était, ils avaient un rôle de gardien. Ils servaient pour des raisons organisationnelles, linguistiques. Ils servaient simplement à surveiller les confrères français qui étaient détenus par l'État islamique. C'est pas eux qui diligentaient vraiment la prise d'otages en tant que telle, les négociations. Là, dans la hiérarchie, ils sont très bas. Il semblerait que ça se soit fait de façon relativement désorganisée au départ et qu'ensuite, selon ce qu'ils m'ont dit, les choses ont été prises en main par des gens avec de l'expérience au sein des rangs de l'État islamique.
Le chiffre du jour, Oui, justement. le chiffre du jour, c'est 500, soit le nombre de Français qui seraient partis combattre au nom du djihad en Syrie. C'est en tout cas le chiffre du ministère des Affaires étrangères français. Est-ce que ce chiffre, David Thompson, vous paraît fiable? On en entend beaucoup d'estimations. Et est-ce que l'afflux s'est accéléré au fil des mois? Sur les chiffres, personne n'a vraiment d'estimation fiable. On est autour d'une fourchette, effectivement. Le chiffre officiel jusqu'à maintenant, c'était 700 Français concernés par le djihad en Syrie, 250 au combat. Ces 700, ça veut dire aussi les familles, les enfants, puisque c'est un djihad familial. Ça veut dire les gens qui sont sur le point de partir. Ça veut dire aussi ceux qui ont fait des allers-retours entre la France et la Syrie, parce qu'il y en a. Voilà, on est sur une fourchette, effectivement, sur place, d'environ 400 Français, oui, à peu près. Caroline Donati. Oui, pour revenir un peu sur le timing de cette libération, on n'a pas d'informations, j'ai pas d'informations extraordinaires, mais je crois qu'il faut remettre en perspective qu'elle intervient après une mise en difficulté de Daesh, l'État islamique, voilà, c'est l'acronyme en arabe, suite à la contre-offensive qui a été organisée par les Syriens, par la rébellion, qui se sont unis pour s'attaquer, donc pour chasser Daesh qui leur imposait une terreur dans les régions, et à l'issue de 6 mois, Daesh a maintenu un contrôle dans la région nord et à Alep pendant 6 mois, et ils ont été chassés. Et là, ils sont effectivement repliés. Votre voisin n'a pas l'air d'accord. J'ai pas terminé. Oui, pardon. Juste pour aller au bout, ils se sont repliés sur l'est, à la frontière syro-irakienne. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas revenir et que la menace n'est plus. Elle est encore là, justement, en raison notamment de la puissance de leur soutien financier. De leur soutien, de leur sponsor, non? Oui, si, effectivement, c'est vrai que c'est ce qu'on a appelé la deuxième révolution syrienne, c'est-à-dire cette coalition du Front islamique, des restes de l'armée syrienne libre, qui est aujourd'hui plus ou moins en lambeaux, qui ont essayé effectivement de déloger l'État islamique de ses bases. L'État islamique s'est replié sur la ville de Raqqa, où étaient détenus les prisonniers français, les otages français. C'est vrai que aujourd'hui, dans cette ville de Raqqa, l'autorité de l'État islamique en Irak et au Levant n'est contestée par aucun groupe actuellement. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire un distinguo entre les objectifs que poursuivent les djihadistes, enfin les salafistes syriens, pardon, et les djihadistes étrangers? Oui, en fait, juste pour rebondir et continuer dans le même sens, l'État islamique en Irak et au Levant contrôle aujourd'hui le gouvernorat de Raqqa. Il a également une présence dans l'est du gouvernorat d'Alep et proche de la frontière irakienne dans la région d'Deir Zour. Il a été chassé par l'armée libre de Idlib et il y a eu des combats dans les rifs de Hama, d'Alep également. Donc il contrôle maintenant une région. Il n'est pas concerné par la cause syrienne. C'est une cause qui n'est pas territoriale. Ils vont au-delà des territoires nationaux. C'est la cause du djihad pour eux. Certains d'entre eux même considèrent que la société syrienne n'est pas suffisamment pieuse. Ils veulent réislamiser la société syrienne. Ils veulent réislamiser les musulmans syriens parce qu'ils ne sont pas suffisamment pieux. Et ils ne sont pas du tout concernés ni par la chute du régime, ni par la révolution. D'ailleurs, ils sont devenus, avec le temps, un allié objectif du régime. Cela ne veut pas dire que le régime les a montés ou fabriqués, mais le régime aujourd'hui ne les bombarde pas, par exemple, ce qui leur permet beaucoup de possibilités de libération de mouvements. Ils bombardent leurs ennemis surtout et ils jouent pour sa propagande. Oui, mais est-ce que Bachar al-Assad se sert de certains djihadistes? Est-ce qu'il en a relâché à ses propres fins? Caroline, est-ce que il l'a fait tout au début. Est-ce qu'il y a une part d'instrumentalisation? C'est une part d'instrumentalisation et on sait très bien depuis le régime est un maître dans l'art de l'instrumentalisation. Il l'a fait au moment de l'offensive américaine en Irak. Il a envoyé des candidats au djihad en Irak pour faire le djihad là-bas. Donc il externalise un peu sa menace. Il les a récupérés, ceux qui revenaient, emprisonnés. Et effectivement, au début de la révolution, il les a libérés. Donc il y a une collusion et même, enfin, on le voit dans le web documentaire. On a un jeune
qui est à Alep, et il montre très bien la connivence. C'est-à-dire au moment où l'armée libre combat Daesh, le régime les bombarde dans le village. Mais David Thompson, vous voulez nuancer ? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut parler d'une forme de convergence d'intérêts entre l'État islamique et le régime syrien. Alors, non, mais juste une autre question pour avancer un tout petit peu. Un plan va être proposé demain, va être présenté en Conseil des ministres, un plan contre le djihadisme. Est-ce qu'il est possible d'enrayer le phénomène de ces jeunes gens qui, de France, partent faire le djihad ? Dans ce plan, selon ce qu'on a pu lire dans le Figaro, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le rétablissement de l'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs, qui a été suspendu depuis le 1er janvier 2013 et qui explique pourquoi aujourd'hui on a une quinzaine de mineurs en Syrie, dans les rangs des légions djihadistes. Donc effectivement, de rétablir cette obligation, ça rendra plus difficile le départ des jeunes mineurs. Ensuite, il y a un volet qui, semble-t-il, vise à contrôler le djihad médiatique sur Internet. En réalité, on sait très bien que les autorités françaises, d'abord, c'est impossible parce qu'aujourd'hui, ils sont totalement submergés par le phénomène qui se déroule sur Facebook. Donc, pour arrêter le djihad médiatique, il faudrait fermer Facebook, ce qui évidemment est impossible. Le gouvernement français reste sur des logiques de forums djihadistes sur lesquels aujourd'hui les Français ne vont plus beaucoup. Et puis, de toute façon, est-ce que la France a réellement l'intention de contrôler ce djihad médiatique sur Internet ? J'en doute fort, puisque en réalité, c'est une source majeure d'informations. 80% des affaires de djihad aujourd'hui sont déférées en justice avec des preuves qui sont récupérées sur Internet. Donc le gouvernement ne va pas scier la branche. Est-ce qu'on sait quoi en faire quand ils reviennent, et s'ils reviennent, est-ce qu'on est capable par exemple de les déradicaliser ? C'est quelque chose qu'on sait faire, nous, en France ? Pour l'instant, il n'y a aucune structure de déradicalisation entre guillemets. Toutes les expériences qui ont été tentées dans le monde ont été des échecs. Et aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les autorités françaises sont démunies en ce qui concerne les retours, puisque on est sur des ampleurs, des chiffres qui sont totalement inédits. Si on parle de 700 Français concernés, c'est énorme. Pour un retour, contrôler un retour, surveiller un retour, c'est 15 à 30 fonctionnaires à temps plein. Une seule personne. Pour une seule personne, c'est totalement impossible. La France n'a pas les moyens de surveiller ce phénomène. Ziad Majed, revenons à la Syrie et à l'avenir politique de ce pays. 3 ans et un peu plus de 3 ans après le début de cette guerre civile, il y a des élections qui ont été annoncées pour le mois de juin. Est-ce que c'est plausible ? Est-ce que c'est une mascarade ? Et comment fait-on pour organiser des élections présidentielles dans un pays qui est un chaos ? Vous savez, Gabriel García Márquez est mort il y a quelques jours. Il avait parlé du réalisme magique qui dépasse parfois le surréalisme. C'est exactement la candidature de Bachar el-Assad. Premièrement, au niveau politique, Genève 1 stipulait déjà que Assad devait passer le pouvoir à un gouvernement de coalition d'union nationale afin que la transition soit possible. En se représentant aux élections, tout cela saute définitivement. La deuxième chose, c'est que qui se présentera en face de lui ? Personne, parce que non seulement il y a eu des conditions au niveau de la Constitution pour interdire à tous ceux qui ne sont pas en Syrie de se présenter. Quelles conditions, par exemple ? Les gens doivent être en Syrie. Donc, s'ils sont opposés, vivre en Syrie. Pas d'exilés. Les opposants, les exilés, c'est pas possible. Donc, il y a plus de 200 000 personnes qui sont en prison. Il y a des millions d'exilés. Il y a 500 000 réfugiés. En plus, tous ceux qui sont opposés au régime sont dans la clandestinité s'ils sont dans les régions occupées par le régime. S'ils sont dans les régions libres, il n'y aura pas d'élection. Donc, c'est une catastrophe. En plus, un pays qui est en ruine, 150 000 morts, 7 millions de déplacés internes. Même pour le scrutin, c'est impossible. Donc, le régime, il souhaite saboter le processus politique. Il espère que d'ici juin, il va pouvoir progresser un peu sur le terrain afin de sécuriser une partie du pays et dire que les élections vont se tenir là-bas. Et il faut rappeler que depuis 70, il n'y a pas eu d'élections en Syrie. Ce n'est pas. C'était des référendums jusqu'à maintenant. C'était des référendums de père en fils. De père en fils, soit oui, soit non. La blague syrienne, c'était soit oui, soit deux oui. Parce que toujours le président était à 99%, Bachar était à 97%. C'est des scores algériens pour le coup. D'accord. Vous parliez d'un pays explosé. Une carte. Voilà. On va le voir sur cette carte. 60 à 70% de la population syrienne se trouve aujourd'hui en zone gouvernementale. On la voit là en vert. Et 20 à 30% dans les zones rebelles et 10% à l'étranger. Alors on peut se poser la question, Caroline Donnetti, que peut espérer Bachar el-Assad de ce vote ? Est-ce qu'il peut en sortir pour lui une crédibilité sur le plan international quand on voit un pays en forme de puzzle aujourd'hui ? Ça dépend pour qui. Moi, je crois qu'il faut regarder aussi la visée interne de cette élection-là, en revenant un peu sur la stratégie du régime, qui est un peu de rassurer son camp.
Qu'est-ce qu'on a vu après l'échec de Genève? Le régime a affamé délibérément les populations des zones rebelles à Damas pour pouvoir les épuiser et les soumettre et leur faire accepter un cessez-le-feu qui est en fait une capitulation. Et ça marque justement son incapacité à rétablir le contrôle sur son pays, mais il essaye par là de rassurer son camp. La stratégie du régime, c'est ça, c'est d'essayer de montrer qu'il peut ramener la normalité. Très bien. Alors, autre capacité, macabre celle-ci, l'utilisation des armes chimiques. Oui, parce que officiellement, et comme l'avait prévu l'accord de septembre 2013, la Syrie est en train de détruire ses armes chimiques ou de les transférer hors du pays. Officiellement, toujours, Bachar al-Assad se serait séparé de 80% de son arsenal chimique. Sauf qu'hier, les États-Unis ont déclaré, je cite, avoir des indications évoquant l'utilisation d'un produit chimique industriel toxique. Il se base notamment sur des images qui ont été transmises par la rébellion, des images plutôt choquantes. Elles ont été tournées après le bombardement d'un village qui s'appelle Kafarzita, et c'est des attaques de chlore gazeux, effectivement, et on voit distinctement des civils, dont des bébés, avoir des symptômes d'étouffement, de suffocation. Dimanche, la France a dit avoir des éléments également, mais pas de preuves. David Thompson, si tout ça est avéré, est-ce qu'il va y avoir des sanctions, ou encore une fois, la ligne rouge va reculer un peu plus? On voit bien que les sanctions, elles n'ont aucun effet, et ce qui est étonnant, c'est de voir la communauté internationale se mobiliser à chaque fois qu'on parle d'une attaque chimique, mais aujourd'hui, la plupart des morts, ils sont tués par les barils d'explosifs de 500 kilos qui sont lancés sur les populations civiles d'Alep par hélicoptère. On voit même des photos complètement étonnantes sur les médias syriens de journalistes qui se prennent en photo dans les hélicoptères avec ces fameux barils. Et personne ne dit rien. Et personne ne dit rien, alors que ces barils sont beaucoup plus meurtriers que malheureusement les milliers de morts à cause d'armes chimiques. Tout à fait. Ziad Majed, vous dites, vous avez dit récemment que ce qui permettait à Bachar el-Assad de rester au pouvoir, c'était l'alliance de deux éléments, un niveau de sauvagerie hors du commun et l'impunité à cause de cette inaction de la communauté internationale? Absolument. Le régime a déjà montré sa barbarie en 82 contre la ville de Hama. 20 000 morts en 3 semaines. 20 à 30 000 morts et 17 000 disparus qui ont été torturés, peut-être C'était le père, sous le père. C'était sous le père dans les prisons. Et maintenant, on a 55 000 photos de 11 000 cadavres de personnes tuées dans les prisons ou affamées. Il y a torturées. Il y a des villes et des quartiers qui ont été assiégés et affamés, comme il a été dit. Malgré cela, malheureusement, la communauté internationale reste dans ses hésitations, pose des formules assez bizarres. On a vu des prophéties autoréalisatrices à cause de cette hésitation, à cause de l'impunité. Le régime veut se montrer encore plus impuni au moment où il est en train de livrer l'arme chimique. Il y a des preuves maintenant sur l'usage et on sait que ce sont des hélicoptères qui ont lâché les quantités. Donc on ne peut pas dire que c'est peut-être les rebelles, comme il a été le cas. Seul le régime est capable de... Seul le régime a une aviation. Absolument. Les rebelles n'ont pas d'aviation. Juste un petit exemple pour montrer comment on a laissé les choses pourrir et se dégrader. Les anti-air, les missiles anti-air. Il y a eu 15 000 civils tués par les barils explosifs et par les raids aériens entre 2013 et 2014. S'il y avait des missiles anti-air chez l'opposition, peut-être une partie de ces personnes-là aurait pu être sauvée. Même le progrès militaire d'Assad, grâce au soutien iranien et russe, il faut le rappeler, et grâce à la présence de 15 000 combattants chiites et irakiens, libanais et irakiens, s'il n'y avait pas d'aviation, cela n'était pas possible. Vous avez montré la ville de Deir Zour dans la carte et la ville d'Alep, qui sont assiégées par l'opposition. C'est grâce à l'aviation qu'il arrive à ravitailler ses troupes et à bombarder les régions, les protégeant. Donc c'est un crime qui a été commis dans ce sens-là contre Je vous propose qu'on fasse un retour, mais sur les relations diplomatiques en dents de scie, pour le moins, entre la France et la Syrie depuis ces 10 dernières années, avec le rétroviseur de Marc-Antoine de Porrette. Regardez. C'était l'ami personnel du président Jacques Chirac. En 2005, le premier ministre libanais Rafik Hariri est tué dans un attentat. Très vite, la Syrie est pointée du doigt. Le dialogue franco-syrien gelé. Mais en 2008, Nicolas Sarkozy réchauffe les relations. Le président français mise sur la Syrie pour réaliser son union pour la Méditerranée. Invité au sommet, Bachar el-Assad assiste même au défilé du 14 juillet. Je crois que la France est entrée dans une ère nouvelle après l'arrivée de Monsieur le Président Sarkozy, qui a pris un parcours tout à fait différent dans le domaine de la politique. Ça a eu une conséquence positive sur la relation franco-syrienne, sur la relation syro-européenne. Dans les mois qui suivent, Nicolas Sarkozy dîne au palais présidentiel de Damas.
Bachar el-Assad, lui, revient déjeuner à 2 reprises à l'Élysée. Mais quand la révolution syrienne explose, la France dénonce les massacres. Le pouvoir à Damas aurait tort de croire qu'il est protégé de son propre peuple. Le président syrien a commis l'irréparable. Le dialogue franco-syrien est à nouveau gelé. L'ambassadeur français rappelé, celui de la Syrie expulsé. Sans transition, on accueille Juan Gomez-Ola. ¿Qué tal? Quelle mine! Où nous emmenez-vous, cher Juan? Eh bien, ce soir, je vous emmène en Israël, un pays qui accueille et soigne dans ses hôpitaux de nombreux blessés venus de la Syrie voisine. Et c'est d'autant plus surprenant que ces 2 pays sont officiellement en état de belligérance depuis la guerre des 6 jours en 1967 et l'annexion par Israël du Golan syrien. Alors, tout a commencé il y a un peu plus d'1 an, lorsque 7 Syriens gravement blessés se sont présentés devant la clôture qui sépare les 2 pays, et très rapidement, le chef d'état-major de l'armée israélienne et le Premier ministre Benjamin Netanyahou ont donné leur feu vert pour accueillir et soigner ces habitants du voisin ennemi. Dans les semaines qui ont suivi, d'autres Syriens ont également demandé à bénéficier de l'aide médicale israélienne, et face à cet afflux, eh bien, l'armée israélienne a décidé de créer un hôpital de campagne dans un endroit tenu secret, quelque part sur le plateau du Golan, près de la frontière syrienne. Sur place, il y a tout de même 25 médecins qui pratiquent les soins de premières urgences. Les cas les plus graves sont acheminés vers des hôpitaux, 4 hôpitaux situés au nord d'Israël. Et c'est ainsi que depuis février 2013, plus de 600 Syriens ont été soignés, des hommes, des femmes, des enfants, victimes pour la plupart de tirs par balles ou d'éclats d'obus. Israël accueille même des combattants, aussi bien des militants proches de Bachar el-Assad que des rebelles islamistes, à la seule condition évidemment qu'ils laissent leurs armes de l'autre côté de la frontière. Et vous allez le voir, pour ce médecin, seul compte le serment d'Hippocrate. Pour moi, c'est juste un patient qui a besoin de soins. Personnellement, et c'est pareil pour mes collègues, on ne pense pas une seconde qu'on aurait pu se rencontrer ailleurs, comme sur le champ de bataille par exemple. Ça, on n'y pense jamais. Voilà, alors en moyenne, les blessés restent environ 3 semaines en Israël. Pour les cas les plus graves, certains restent hospitalisés évidemment plusieurs mois. Alors sortis de l'hôpital, l'armée israélienne les prend en charge et les reconduit à la frontière. Et évidemment, une fois en Syrie, eh bien pour leur sécurité, ils éviteront de dire où ils ont été soignés, car les relations entre les 2 pays sont particulièrement tendues. On l'a vu encore ces derniers mois, l'aviation israélienne bombardait des convois d'armes syriennes destinés au Hezbollah libanais. Pas plus tard que la semaine dernière, une bombe a blessé 4 soldats israéliens à la frontière, entraînant une réplique de Tsahal contre l'armée syrienne, faisant au moins 1 mort et 7 blessés. Ziad Majed, est-ce que certains acteurs de la guerre civile syrienne essaient aujourd'hui d'entraîner Israël dans ce conflit ? Non, je pense pas. En fait, juste pour préciser, selon le droit international et la résolution onusienne 242, le plateau du Golan est un territoire syrien occupé. C'est pas à l'autre côté de la frontière. Donc, ce sont des forces d'occupation qui ont reçu chez eux, dans des hôpitaux, des blessés syriens, et tant mieux au niveau humanitaire. Mais je pense pas que les acteurs syriens souhaitent qu'Israël devienne un élément dans le conflit, parce que ça va compliquer toute la donne régionale et toutes les relations internationales autour du conflit syrien. À savoir que le gouvernement israélien et beaucoup d'observateurs et d'analystes israéliens, dès le début, avaient dit que Assad est le diable, mais c'est mieux de maintenir et d'avoir le diable qu'on connaît, au lieu d'aller s'aventurer vers un... C'est ce que disent les Russes, hein. C'est ce qu'ont dit les Russes aussi récemment. Lavrov avait dit qu'il vaut mieux avoir un bon dictateur. Ils sont un peu dans une position politique très ambiguë. Par contre, sur le terrain, vu le Golan et son cas, il laisse passer parfois... Est-ce que le risque de contagion aujourd'hui au reste de la région est plus fort qu'il y a quelques mois, ou est-ce que c'est le même degré? Notamment au Liban. Oui. Non, je pense, n'en déplaise aux Occidentaux qui ont misé sur une politique de containment. Toute leur politique, elle est à voir à l'idée de cette fausse stratégie. Aujourd'hui, avec le nombre de réfugiés dans les pays voisins, c'est un leurre de penser que ça peut contenir, sans que ça déborde. Contenir, et c'est un leurre de miser sur une politique sécuritaire et faire aujourd'hui que du contre-terroriste à la lueur de justement ce cas de djihadistes. Mais on voit que la Chine et la Russie sont des alliés aujourd'hui, toujours de la Syrie, et on se pose la question, David Thompson, est-ce que la Syrie n'est pas aujourd'hui devenue un enjeu géopolitique encore plus important entre les États-Unis
et la Russie et la Chine de l'autre. On a l'impression que l'enjeu syrien est dépassé. Même. Oui, complètement. Il y a même des gens qui se demandent aujourd'hui quel est le rôle du président Bachar el-Assad dans le contrôle de la situation militaire. Quand vous voyez que militairement sur le terrain, les offensives pro-régime sont menées par des combattants de l'axe chiite qui sont finalement plus nombreux en termes de combattants étrangers que les djihadistes sunnites. Vous avez les fameuses milices chiites irakiennes, 15 000 personnes à peu près. Vous avez les combattants du Hezbollah qui sont militairement très efficaces sur le terrain, qui ont permis de renverser la donne militairement. Et puis vous avez les cadres du régime iranien et qui ont permis militairement aujourd'hui de sauver le régime syrien. Une dernière question très rapidement, Ziad Majed. Est-ce qu'on peut envisager une partition du pays? Et est-ce que c'est ce que Bachar el-Assad pourrait souhaiter? Non, je pense pas. Bachar el-Assad, dans sa logique, il veut rester au pouvoir. Oui. Sur des ruines, mais il veut rester au pouvoir. Pour la majorité des Syriens, je ne pense pas qu'ils sont dans une logique de division, et d'autant plus que les acteurs régionaux seront tous menacés par un cas pareil. Le Liban, mais également l'Irak, et même les Turcs craignent ce genre de situation. Par contre, la formule aujourd'hui qui est utilisée pour dire que soit Bachar el-Assad, soit le chaos et les djihadistes est fausse, soit elle est naïve, soit parfois ils veulent soutenir Assad en le disant. C'est soit Assad avec le chaos et les djihadistes, parce que c'est lui qui les attire de plus en plus avec la situation actuelle, soit la chute d'Assad, on tourne une page, et après ça va être suivi par la chute des islamistes, des djihadistes, et on peut... La chute d'Assad entraînerait la chute des islamistes. Absolument, et il va y avoir un processus très difficile pour la réconciliation, pour la reconstruction, très complexe, mais il faut tourner la page, sinon dans 2 ans, on va être en train de... Dans 2 ans ou dans 10 ans, comme l'ont dit des experts américains. C'est le mot de la fin, merci.